8h10 dans la matinale RCF. Très bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. Et ce matin, alors que l'on a appris hier la décision du pape de refuser la démission du cardinal Barbarin au nom de la présomption d'innocence et le choix de l'archevêque lyonnais de se mettre en retrait de son diocèse, notre grand invité ce matin est un fin connaisseur du Vatican et des affaires de l'Église, un prêtre jésuite, ancien directeur de la revue Études, ancien rédacteur de la revue romaine Civiltà Catholica, auteur de nombreux livres, passé par Bruxelles, les Philippines, New York et Rome. Bonjour Pierre de Charentenay. Bonjour Stéphanie. Vous êtes aujourd'hui à Marseille où vous enseignez à l'Institut catholique de la Méditerranée. Le pape a donc refusé la démission du cardinal Barbarin au nom, je l'ai dit, du respect de la présomption d'innocence. Le cardinal ayant fait appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels commis par le prêtre Bernard Prénat. La décision du pape vous a-t-elle surpris ? En fait, pas tellement, parce que logiquement, comme il y a un appel qui est en cours, le pape attend la fin et la décision de cet appel. Donc il ne peut pas demander la démission du cardinal Barbarin tant qu'il n'est pas sûr qu'il soit effectivement condamné. Donc c'est ça la raison. On peut comprendre que ça provoque une sorte de grande émotion pour dire le pape n'a pas démissionné, le cardinal Barbarin, etc. Mais l'appel est en cours. Alors si il n'avait pas fait appel, évidemment, la condamnation a été actée et le pape aurait probablement accepté la démission. Mais l'appel étant en cours, il est logique que le pape n'intervienne pas sur une affaire qui est déjà en cours en France. Pierre de Charentenay, c'est le cardinal Barbarin qui demande à démissionner. Et le pape dit « je ne peux pas prendre la décision ». C'est pas un peu confus tout ça ? C'est très confus. Mais l'affaire est très confuse depuis le début. C'est même un peu ubuesque, puisque le cardinal Barbarin est condamné pour ne pas avoir dénoncé un prêtre qui n'est pas encore jugé. Alors le prêtre en question n'est même pas condamné, mais lui on le condamne parce qu'il n'a pas dénoncé. Donc on a un timing, si on peut dire, un temps de la justice qui est tout à fait étrange, et on a les effets. C'est-à-dire que là, la justice pas traîne, mais elle met du temps sur un sujet comme celui-là, et le pape, lui, ne peut pas accélérer les processus et décider quelque chose qui n'est pas encore décidé en justice en France. Alors on comprend l'émotion, mais normalement, il ne peut pas faire ça. Est-ce que le pape est vraiment au clair avec ce qu'il doit faire ? Car ce refus de recevoir la démission, ça donne un signal des plus confus, j'ai déjà dit, mais quand même, ça donne un signal un peu particulier. Mais non, le signal, c'est de dire qu'il est obligé de respecter la justice et le cours de la justice en France. Ça, c'est l'affaire. Et en plus, c'est un processus international sur lequel il n'a pas à accélérer le processus de ce qui se passe en France. Mais on peut comprendre que les gens s'interrogent et disent il aurait dû le faire. Et puis, c'est quand même une personne de décision qui a montré à de nombreuses reprises qu'il est tout à fait capable de prendre en compte des réalités. On l'a vu à propos des affaires du Chili. Il a fait une erreur juste après son voyage. Et ensuite, il a rattrapé ça et il a pris des décisions très fortes sur l'épiscopat chilien. Donc on sait bien que c'est un homme de décision. Mais s'il ne le fait pas, c'est que à ce moment-là, aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Il faut qu'il attende la fin de la procédure judiciaire. Alors vous avez évoqué les évêques chiliens, on pense aussi au cardinal australien, le cardinal Pell. Là, on n'est pas sur le même plan, c'est peut-être aussi ça qu'a voulu dire le pape François. Mais on n'est pas sur un plan de décision déjà prise. Il y a aussi 2 cardinaux américains qui ont été dont un a été, on lui a enlevé le titre de cardinal. Donc les décisions sont prises. Mais il faut que la justice civile arrive à son terme pour que l'Église puisse prendre une décision. Et ce n'est pas à l'Église de décider ce que la justice civile doit faire. Pierre de Charentenay, je voudrais qu'on étudie maintenant les différentes réactions qui ont pu se faire entendre suite à ces 2 annonces, le refus de la démission et puis le retrait du cardinal Barbarin. Il y a d'abord la conférence des évêques de France, ce n'est pas rien, qui s'étonne de la situation inédite du cardinal Barbarin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis étonné en plus de la réaction de cette conférence, parce que ça veut dire qu'en fait, ils prennent acte que c'est une situation ambiguë et complexe. La situation, c'est que justement, le cardinal Barbarin, normalement, devrait rester à son poste, puisqu'il n'est pas démissionné, et qu'il se met en retrait. Donc il y a un côté quand même un peu étonnant. Et c'est pour ça qu'ils manifestent leur étonnement. Donc il se met en retrait. Mais je pense qu'il faut comprendre que le diocèse de Lyon est un diocèse qui est divisé. Vous ne croyez pas que les évêques auraient préféré que le cardinal Barbarin soit démissionné et qu'on n'en parle plus une fois pour toutes ?
Peut-être, mais la chose n'est pas savoir ce qu'on pourrait espérer. La chose est la réalité. Non, mais la difficulté, c'est que le cardinal Barbarin s'est mis en retrait parce qu'il sent bien que dans le diocèse de Lyon, tout ça est très difficile à vivre, qu'il a quand même été archevêque pendant 17 ans. Il était nommé très jeune, donc c'est une période très longue. Et avec toutes ces difficultés, lui, il préfère se retirer. Mais le pape lui dit non, parce que la procédure doit suivre son cours. Les réactions ont été très violentes après ces annonces. Pour certains, une fois encore, le pape a voulu préserver l'institution. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette analyse? Non, il ne veut pas la préserver. On verra ce qu'il fait, mais on sait bien que c'est pas du tout son type de fonctionnement. Quand il y a une décision à prendre, il la prend, mais il faut la prendre au moment opportun. François Deveau, qui est une des victimes du prêtre Bernard Prénat, qui est le fondateur de la Parole libérée, lui, il a dit « Le problème n'est pas la pédophilie, mais la sacralisation du pouvoir dans l'Église. » Alors, en effet, on peut discuter de ça. C'est un autre sujet. Mais pour lui, c'est ce qui explique encore la décision du pape François. Non, mais là il outrepasse une réalité. C'est vrai qu'il y a un problème général de sacralisation du pouvoir, il y a un problème général de cléricalisme, il y a un problème de cette protection de la hiérarchie. Il y a une difficulté pour les hiérarchies dans beaucoup de diocèses de rendre compte à leurs fidèles, aux laïcs qui sont dans le diocèse. Ça, c'est trop clair. Mais il ne faut pas mélanger les deux choses. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'une fois encore, on laisse les victimes sur la touche? Non, on ne le laisse pas. Je comprends que ce soit difficile à saisir et à accepter, mais c'est une décision qui n'est pas de l'ordre de l'émotion. On est dans deux registres différents, là. Il y a l'émotion qui s'exprime et qui est très forte et que l'on peut comprendre, mais il y a le droit et il y a les faits, et ça, c'est une autre chose. Pierre de Charentais, je vois qu'on parle du diocèse de Lyon maintenant. Ce n'est pas n'importe quel diocèse en France. Alors, c'est un diocèse très, très ancien, Irénée de Lyon, etc. Il y a eu quantité de gens tout à fait remarquables à Lyon. C'est le primat des Gaules en plus, donc c'est le siège primatial de l'ensemble de la France. Et il y a une tradition intellectuelle très forte avec les facultés de théologie et l'Université catholique de Lyon, et qui s'est considérablement développée ces dernières années. Donc c'est un diocèse très important en France. Après le diocèse de Paris. Donc c'est embêtant de ne plus avoir d'archevêque à la tête de ce diocèse? De toute façon, ça serait embêtant dans tous les diocèses de ne pas avoir de responsable. Symboliquement? Mais symboliquement, c'est très fort parce que justement, c'est le primat des Gaules, c'est un cardinal en exercice en plus, c'est pas un cardinal à la retraite. Donc ça pose un problème pour l'ensemble de l'Église de France et ça pose un problème pour l'Église de Lyon en particulier, qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui souffre vraiment de cette division, de cette instabilité, de cette difficulté à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. Et là, évidemment, on est dans la confusion. Bon, en même temps, on peut analyser les choses rationnellement et juridiquement, mais émotionnellement, on est dans la confusion. Et on peut comprendre que les diocésains de Lyon restent dans la confusion en ce moment. Ouais, le cardinal Barbarin a motivé sa décision de se retirer des affaires du diocèse, justement pour prendre soin de ce diocèse en souffrance. Oui, là, je pense qu'il a raison. Ça montre sa préoccupation par rapport à l'ensemble des fidèles du diocèse de Lyon. C'est qu'il sent bien qu'il y a une difficulté pour eux et qu'il faut clarifier cette difficulté. Donc il veut passer à un autre la responsabilité avant que cette chose, ce débat ne soit tranché finalement après les appels qui auront lieu. Ça aurait peut-être été plus simple s'il avait pris cette décision avant, s'il avait annoncé cette décision avant la décision du tribunal. Ce qui aurait été plus simple, c'est de ne pas faire appel. S'il n'avait pas fait appel, évidemment, immédiatement, il aurait été voir le pape et le pape aurait accepté la démission. Il n'y a aucun problème. Mais comme ils ont fait appel, c'est ça qui rend les choses extrêmement compliquées. Pierre de Charentais, qu'est-ce qui va se passer pour le diocèse de Lyon maintenant? C'est vraiment une situation inédite? Oui, enfin, il y a eu des diocèses où l'évêque ou l'archevêque a dû partir de manière rapide. C'est des choses qui... Pour des raisons de maladie Pour des raisons de maladie, ou quelquefois le Rome a écarté un évêque pour des raisons graves. Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait, hein, donc c'est arrivé dans plusieurs diocèses. Automatiquement, dans ce cas-là, il y a un administrateur apostolique qui est nommé, qui n'est pas forcément l'évêque auxiliaire, parce que l'évêque auxiliaire, c'est celui qui est lié à l'évêque en titre, l'archevêque, et donc si l'archevêque s'en va, l'évêque auxiliaire s'en va avec.
Donc on nomme un administrateur, et en l'occurrence, c'est le vicaire général qui va administrer le diocèse pendant un certain temps, pendant peut-être un temps assez long, qui dépend, encore une fois, de l'appel qui est fait en justice. Ça peut prendre plusieurs mois, comme ça peut prendre plusieurs années, on ne sait pas ça. La justice, elle a sa vitesse, hein, donc ça peut prendre plusieurs mois en tout cas. Et les laïcs dans tout ça, ce sont uniquement des affaires qui se règlent entre prêtres, entre clercs? Alors c'est une des difficultés qui est justement soulevée, notamment par pas mal de victimes. Alors ça se règle entre les évêques et le pape directement. Et alors, d'une certaine manière, les laïcs sont là les objets qui regardent du bord du quai la rivière qui passe. Et c'est vrai que c'est un vrai problème pour eux, il n'y a aucun doute. Mais c'est une des difficultés de l'ensemble de l'Église catholique d'aujourd'hui, c'est ce cléricalisme, ce fait que souvent les responsabilités ou la co-responsabilité entre les laïcs et les évêques ne marchent pas. Donc les évêques sont là tout seuls, souvent avec des conseils très restreints, souvent même sans conseil ou nommés avec des gens qui sont, disons, qui sont proches d'eux, mais qui n'ont pas de contre-pouvoir, qui n'ont pas des capacités de débat. Et du coup, on peut avoir l'une ou l'autre erreur grave qui sont faites, par exemple sur des affaires financières. Un évêque a nommé un économe, cet économe fait des erreurs, il n'est pas suivi, il n'y a pas un véritable conseil financier, et l'évêque se trouve avec un problème. Donc là on a une difficulté quand les structures mêmes de conseil par des laïcs, de conseil pastoral, par exemple la question du conseil pastoral de laïcs, ça n'existe pas dans tous les diocèses. Ça devrait exister. Une assemblée de laïcs qui accompagne l'évêque dans ses décisions, voilà, c'est ça ? Une assemblée de laïcs. Alors il y a toujours un conseil presbytéral, c'est-à-dire que l'évêque réunit ses prêtres, mais il n'y a pas toujours un conseil avec des laïcs qui auraient une compétence et qui pourraient dire à l'évêque attention à ceci, attention à cela, il y a des problèmes, il faut y faire attention. Là on a des difficultés dans l'organisation même d'un certain nombre de diocèses. Pierre de Charentenay, on vit des jours très graves pour les catholiques, avec chaque jour son lot de mauvaises nouvelles ou de petites phrases plus ou moins sordides. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de là ? Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Moi, ce que je vois, puisque je suis à Marseille, est très lié à l'église Saint-Féréol, qui est l'église du Vieux-Port. Tous les gens qui sont là et qu'on rencontre de manière quotidienne sont évidemment frappés, comme vous et comme tout le monde, de l'ensemble de ces affaires. Mais en même temps, ça les réenracine dans leur propre foi. C'est-à-dire, ça les interroge sur qu'est-ce que nous vivons nous-mêmes et qu'est-ce que nous pouvons vivre plus fortement de l'Évangile. Alors, ce sont des événements médiatiques qui sont troublants, évidemment, mais en même temps, on est renvoyé à la vie de foi et la vie de l'Évangile sur le terrain, pour chacun, dans son lieu, dans sa paroisse. Et je pense qu'il y a une espèce de réaction forte et saine et humaine de se retrouver à la base, sur le terrain, entre catholiques, avec les prêtres ils sont avec eux, pour vivre cette foi de l'Évangile vrai, qui est un défi permanent. Et pour vous, est-ce qu'il y a des changements dans l'organisation, dans la structure de l'Église qui sont à mettre en place pour qu'on sache mieux gérer ces affaires et qu'on les évite Je pense qu'il y a une rigueur qui devrait être beaucoup plus suivie. Rigueur de la part de l'ensemble des responsables. Il y a peut-être aussi de la part des laïcs une attention plus grande à s'exprimer, à dire ce qu'ils veulent, mais en même temps, il faut libérer la parole dans l'Église catholique ? Ah oui, sûrement. C'est-à-dire, la parole est libérée, mais il faut qu'il la prononce, qu'il la dise. Il ne suffit pas de le dire ça dans le café du commerce, mais le dire à qui de droit et avec les moyens voulus. Mais en même temps, il y a certainement dans beaucoup de diocèses un véritable effort à faire sur l'organisation du diocèse pour que cette co-responsabilité entre les responsables, les évêques, les prêtres, les laïcs fonctionne vraiment. Et ça n'est pas toujours le cas. Vous pensez qu'en ce moment, le pape François travaille dans la bonne direction ? Moi, je crois qu'il travaille dans la bonne direction. Mais l'Église, c'est un énorme corps universel avec plus d'1 milliard de personnes, des milliers de diocèses. Comprenez qu'il ne peut pas aller voir les situations de tous les diocèses un par un. Donc c'est au niveau de chaque conférence épiscopale. Chaque pays, mais là on s'interroge dans la mesure où les évêques participent vraiment à un débat à l'intérieur de cette conférence épiscopale. Est-ce que les évêques sont capables de se poser des questions mutuellement ? C'est pas toujours vrai.
Il y a certains évêques qui restent très silencieux et qui font ce qu'ils veulent dans leur coin. Et ça, c'est un vrai problème. Donc il y a à respecter la collégialité, s'entendre dans cette collégialité, et puis accepter de prendre les moyens des différents conseils pour que ça fonctionne à l'intérieur d'un diocèse. Pierre de Charentenay, je change complètement de sujet, mais vous venez de publier un livre qui s'appelle « La démocratie, ennemie de la démocratie ». Alors à l'heure où on réfléchit beaucoup pour renforcer la démocratie, vous soulignez la fragilité de notre démocratie ? Mais je pense que dans nos pays occidentaux, on prend la démocratie pour contente, pour quelque chose qui marche bien et qui est sûr et assuré. Ben on voit que non. On voit que non, les dérives populistes sont nombreuses aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne, et même la démocratie en France, il faut quand même être très, très prudent. Voilà, donc c'était Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Merci beaucoup Pierre de Charentenay d'avoir été le grand invité de la matinale, nous avoir aidé à décrypter cette situation inédite. On l'a dit, je rappelle ce livre, hein, La démocratie, ennemie de la démocratie, c'est publié au Chemin de Dialogue.